donc Mathieu Demarien, conseiller de l'Ordre des architectes. Je vais vous présenter donc la première table ronde qui a pour thème donc celui de la maîtrise d'ouvrage classique, on va dire, mais à travers le maîtrise d'œuvre, excusez-moi, maîtrise d'œuvre classique, oula, lapsus, classique, sachant qu'il y a une deuxième table ronde qui suit et qu'elle va plutôt traiter des pratiques alternatives, mais sous le regard donc, de 4 agences d'architecture que je remercie d'être à mes côtés. Voilà, pour vous montrer que dans ce cadre, il y a une pratique, les pratiques sont diverses et aujourd'hui on vous propose voilà, une confrontation de ces pratiques. Donc je vais présenter ces 4 agences et l'idée voilà, c'est d'instaurer une discussion, donc n'hésitez pas à poser des questions et à instaurer le dialogue. Donc j'ai à mes côtés Béatrice Fournet-Raymond, qui est donc architecte à Saint-Léonard de Noblat, Philippe Rousselot de l'agence TLR qui est installée entre Bordeaux et Paris, Thibaut Salmon de l'agence FMAU installée entre La Rochelle et Bordeaux, et Duncan Lewis donc installé à Bordeaux. Donc je vais tout simplement vous passer le micro et vous demander dans un premier temps voilà, de présenter tout simplement vos structures respectives. Voilà, on peut déjà commencer par ça. Bonjour. Donc, ça fait 11 ans maintenant, un peu plus même de 11 ans, que je suis installée à Saint-Léonard de Noblat. Donc, c'est une petite ville à 20 km de Limoges. Ce choix de m'installer là, ça a été justement d'être architecte de proximité. On a un site qui s'appelle Architectes pour tous et très souvent, j'ai travaillé longtemps en agence avant, les particuliers qui avaient des petits projets ou les petites communes qui avaient des petits projets, ils couraient après des architectes et ils n'en trouvaient pas parce que c'est vrai que pour des grosses agences, c'est souvent des projets qui sont pas intéressants. Ils seraient intéressants dans le principe, mais financièrement, ne peuvent pas être intéressants. Et je me suis dit, pourquoi pas, en particulier en milieu rural, peut-être qu'il y a de la demande. Et finalement, voilà, depuis 11 ans, je ne m'ennuie pas. C'est pas simple, je travaille toute seule en tant qu'architecte, mais je travaille en équipe avec d'autres personnes, bien sûr, autour de moi. Tisser aussi un réseau aussi avec des entreprises locales et beaucoup d'artisans, d'autant plus que Saint-Léonard de Noblat est un site patrimonial remarquable. Donc, on a un travail aussi avec les architectes des bâtiments de France qui est très important, à l'extérieur du bâtiment comme à l'intérieur du bâtiment, ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que les propriétaires et les habitants sentent une intrusion finalement dans leur l'intimité et c'est pas facile. Et puis avec des enjeux de développement durable, des enjeux d'économie d'énergie, tout en respectant un patrimoine bâti qui a un fonctionnement qui est tout à fait différent du neuf. Et tout ça en gardant la notion de bien-être, d'avoir envie de vivre ensemble, d'avoir envie que des gens viennent s'extasier devant ces architectures qui sont très belles. Et sans oublier que avec un grand idéal, on pourra avoir aussi de l'architecture contemporaine qui dialogue avec le patrimoine. Voilà. Béatrice, est-ce que de manière très pratique, tu peux juste décrire ta structure Enfin bon, tu exerces seul, mais voilà, d'insister un peu là-dessus. Alors en fait, déjà je travaille chez moi. J'ai un petit bureau dédié. Je dirais que je m'occupe d'un projet, parfois juste un conseil pour acheter un terrain. Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'il est bien orienté? Ça peut être aussi des conseils pour la réhabilitation. Comment je peux faire pour améliorer thermiquement mon bâtiment? Parce que j'insiste toujours sur la cohérence et sur le fait que les gens qui ont peu de moyens, il faut qu'ils commencent par un bout, qu'ils finissent par un autre et sans faire d'erreur entre-temps. Ensuite, je m'occupe de la conception, de tout ce qui est administratif, du suivi de chantier, de A jusqu'à Z. Voilà. Parfois aussi, quelque chose d'intéressant, je suis sollicitée par des autoconstructeurs, donc sans obligation de passer par un architecte d'un point de vue légal, mais des autoconstructeurs parce que finalement, ils ont envie de faire de la qualité. Et du coup, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre
de façon à ce qu'eux puissent les mettre en pratique facilement. Le gars qui vient, je vais construire ma maison, je veux une poutre porteuse de 6 mètres de long, je lui dis là non, il va falloir un poteau parce que 6 mètres de long, tu ne vas pas y arriver avec tes petits bras. Ouais, c'est des petites choses très pratiques. Comment on va faire pour entretenir un bâti, comment on va faire pour le pérenniser, voilà. Et puis la notion aussi de bien commun de l'architecture, savoir qu'est-ce que va voir ton voisin. Et ça, c'est très important aussi. Ça va ? Oui, bonjour à tous. Philippe Rousselot, donc, de l'agence TLR, une agence qui existe depuis 1991, fondée par T. Tournier, L. Locking et R. Rousselot. On n'avait pas été très imaginatif sur l'affaire. Aujourd'hui, l'agence, on est 8 associés. Je suis maintenant, après avoir été le plus jeune, je suis le plus vieux. On est 40 sur Bordeaux et Paris. Voilà. Et puis on verra tout à l'heure si vous avez des questions. Enfin, simplement, c'est une belle aventure. Voilà. Donc Thibaut Salmon, je suis associé de l'agence FMAU, ou FMO pour les Scandinaves. Donc c'est une agence de 5 personnes. Donc moi je me suis associé en 2015. Je suis arrivé à l'agence en 2013 en étant diplômé en 2013 également. Agence qui travaille donc sur La Rochelle et sur Bordeaux, mais également sur Limoges, sur Toulouse, sur Saintes, sur Royan, bon, un petit peu partout où il y a des projets intéressants. On travaille principalement sur du privé, donc soit de la défiscalisation Malraux, soit des résidences secondaires de vacances, soit du logement social à Limoges, soit de l'ANRU à Limoges également. Donc on est assez généraliste, et puis c'est plutôt chouette. Bonjour, Duncan Lewis, architecte, avec mon petit accent écossais. Je suis désolé, mais moi j'aime bien. C'est pour ça que je garde. Voilà. Quoi dire j'arrive à Bordeaux par hasard en 85, après quelques séjours en Asie, 4 ans à Japon. Et j'ai rencontré un grand monsieur de l'architecture ici à Bordeaux, il s'appelle Jacques Andelatte. Et avec Jacques, je rappelle la première rencontre avec Jacques, c'était assez formidable parce que lui, il ne parlait pas du tout un seul mot en anglais et moi, je ne parlais pas un seul mot en français. Mais on a passé un bon après-midi ensemble. Et suite de ça, il me dit, allez, tu viens, on va travailler ensemble. C'est pour ça que je suis un peu à Bordeaux, hein. Je me sens un peu bordelais. À cette époque-là, je n'étais pas architecte. Voilà, on était un peu dans le milieu, un peu par un autre biais. Voilà, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait pas mal de projets ensemble et après, je montais à Paris pour être associé avec des gens assez sympathiques. Et à cette époque-là aussi, j'étais associé avec Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton, que c'est de vieux amis aussi. Et voilà, tout de suite, je suis un peu dans un milieu un peu sympathique. Et je mène une forme de démarche depuis quelques années maintenant sur le rapport un peu, ce qui concerne le problème un peu dans la planète aujourd'hui, qu'on est dans une forme de surconsommation inouïe et on est en train de laisser quelque chose assez dégueulasse pour nos enfants. Et c'est un peu sur cette voie-là, j'essaie de m'inscrire sur l'architecture. Voilà. Voilà. Je bricole à droite et gauche. J'ai eu d'opportunités quand j'étais très jeune. Je rappelle, c'était le premier Mac, tu sais, c'est la forme de boîte là, grosse comme ça. Je fais un concours en Norvège avec un pote dans une salle de bain, 7e étage à Paris, et on a gagné, quoi. C'était un premier projet. Je sollicite tout le monde à aller y à prendre la chance, à prendre le risque. Ça, c'était vraiment quelque chose d'assez important. Pour la suite de ce voyage, voilà, je travaille un peu en Espagne, un peu en Allemagne à ce moment, et surtout en Norvège, où je construis 2-3 petits bâtiments. Et voilà, mais
les choses je veux juste partager un peu avec vous, c'est voilà, beaucoup d'estime pour le métier. Je dis courage, parce qu'il faut le courage. Mais ça, c'est quelque chose de très typique pour moi. C'est un regard au travers de l'architecture et j'essaie de mener un débat sur la conception même de l'architecture. Je partage ces idées avec beaucoup des écoles en Europe. Ça aussi, ça c'est génial d'être avec de jeunes gens. Voilà. Bon, je ne veux pas dévoiler tout ce que je fais, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Et on est à Bordeaux Centre. Je suis associé avec Brigitte Cani-Lewis, que je connais depuis les époques de Jacques Andelat. Et voilà, on a une agence assez étrange, et c'est un peu comme un diaphragme. Ça expande quand on a besoin et ça rétracte quand on a besoin, quoi. Et ça, c'est assez nécessaire par rapport à moi, par rapport au suivi. Ça, c'est un élément très important. Et bon, bientôt, on va faire un peu plus d'expansion parce que je vais ouvrir une agence à Paris. Voilà. Est-ce que tu pourrais détailler un peu le type de projet sur lequel tu travailles Le type de projet? Oui, le type de commande. Là, on s'adresse à des jeunes inscrits et la façon dont tu le fais. Dans le passé, beaucoup de travail sur le bâtiment public au travers de concours d'architecture. Et on voit récemment, les derniers 3-4 ans, c'est commencé à sécher un peu. Et beaucoup moins de commandes au marché public. Et voilà, maintenant, je suis en train de travailler un peu plus sur le privé. Mais je ne suis pas quelqu'un qui allait chercher de boulot. C'est plutôt des gens qui viennent chez moi par rapport à cette manière de faire l'architecture. J'avais une grande opportunité de travailler avec Jean Nouvel sur le City Manifest, avec Shigeru Ban et Jean-Philippe Hanan aussi, et Mathieu. Voilà, je mouline un peu, et voilà, c'est des choses qui viennent et tout ça, mais bon, mais il faut rester accroché, et ça c'est sûr. Aujourd'hui, je suis en train de travailler un peu plus sur le marché privé. Mais des choses que je trouve très intéressantes, je pense dans le marché privé, le climat il est en train de changer et je trouve des gens ils sont en train de s'ouvrir, à être un peu plus sensibles. J'ai de chance de travailler avec un promoteur à Paris à ce moment et c'est un plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir de voir des gens qui ont un goût au travers de culture. Et ça, c'est un grand changement sur la promotion privée. Je ne vais pas dire que tout le monde sont comme ça, mais voilà, ça existe. Moi, je suis assez privilégié que je travaille avec des compagnies de Fasbo à ce présent moment à Paris sur un projet qu'on a gagné à la fin de l'année dernière. Et voilà, c'est des gens extrêmement pros. Et ça c'est une nouvelle ère qui se s'ouvre. C'est plutôt positif, quoi. Oui, Philippe, est-ce que tu pourrais donc à ton tour, parce que tu ne l'as pas fait, préciser voilà, sur le type de commande sur lequel tu travailles, parce que bon, l'agence est quand même assez spécialisée. Oui, on travaille essentiellement dans le sanitaire et social et dans l'hospitalier. Moi, j'ai coutume de dire qu'on fait souvent des projets pour des gens qui sont cassés, pas bien, pas en forme. Voilà. Quand on fait un lycée, c'est un lycée professionnel. C'est des gens qui ont besoin d'être promus dans ce qu'ils sont, d'être poussés. Hein, que l'école bleue soit autant respectée que l'école blanche. Voilà, donc c'est un peu notre spécialité. Et on fait beaucoup de commandes publiques. On s'est mis aussi à faire des projets privés. Alors c'est une autre aventure. C'est très intéressant de trouver les mécanismes qui changent pas mal. On fait constamment des concours. Là, en ce moment, on en fait 8, vous voyez. Donc c'est un peu...
Et je me souviens du jour où je me suis dit, si on continue à être charrette, on va mourir. Donc il a fallu qu'on s'organise aussi un peu. Voilà. Donc, et en fait, je m'aperçois que s'organiser, n'empêche pas forcément de réfléchir, n'empêche pas d'essayer d'avoir de bonnes idées. Voilà. En fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'on a des progrès à faire. Enfin, ça, c'est mon intime conviction. Et concrètement, comment est structurée votre agence, qui est donc assez nombreuse? J'étais hier avec des agences de 200, 300 personnes. Je me sens pas si gros que ça. Alors, moi, je fais rien. Non, si, je travaille essentiellement avec ça. J'ai porté. Voilà. Je travaille essentiellement avec mon feutre, enfin mes feutres. Systématiquement, on est en binôme. On travaille à 2 associés sur un projet. J'essaye d'être disponible à chacun en réaction et en proposition, notamment sur les concours. Je suis beaucoup sur l'amont. Pour moi, la difficulté, ça a été de réussir à ne pas devenir un businessman, mais de rester un architecte. Et en fait, j'y arrive parce que je pense que j'ai accepté d'être à la fois architecte et, entre guillemets, chef d'entreprise. Je me souviens du jour où j'ai pris cette décision, que ce n'était pas un gros mot d'être chef d'entreprise. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on fait en sorte que des gens réussissent on promeut la croissance des gens. Donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. Pour moi, la réussite, c'est quand j'ai un architecte qui n'a jamais fait une esquisse ou qui n'a pas l'habitude et qui a... Je le vois hier, on a appris qu'on avait gagné un concours. J'ai un de mes associés qui l'a porté, il en avait perdu 2 avant. C'est lui qui a porté ce concours, je l'ai aidé, mais c'est lui qui a vraiment gagné. Et ça me fait autant plaisir, voire plus, que si c'était moi qui me l'attribuais. Voilà, donc ça, c'est un bonheur. Et je pense que ça ne marche que quand c'est comme ça. Alors, on s'organise en binôme systématiquement, et puis on a des chefs de projet qui prennent le relais avec un associé, systématiquement un associé avec un chef de projet. Effectivement aussi, quand on travaille, quand on est 40, il faut vraiment aller chercher les projets. On fait comme vous, on va partout, enfin comme toi d'ailleurs. De toute façon, si vous voulez bosser, vous avez intérêt d'être un peu mobile, hein, sinon vous ne ferez pas grand-chose. Il faut être très ouvert, aller là où les projets se trouvent. Et les personnes qui ont des projets ont besoin d'architectes. Et du coup, on travaille beaucoup en relation avec des confrères. Hein, on travaille on crée des relations profondes avec certains qui sont là d'ailleurs. Et je pense que du coup, ça génère vraiment une sorte de réseau très, très propice à l'échange, à l'enrichissement mutuel. Voilà. Et du coup, et puis alors, on s'aperçoit que c'est pérenne parce que les confrères avec qui on bosse ont la place. C'est-à-dire que s'ils ont une bonne idée, on la prend avec eux, on prend cette idée. Et souvent, on fait le projet avec eux parce que le chantier est proche de chez eux, mais en fait, c'est aussi leur projet, autant que le nôtre. Et les maîtres d'ouvrage, ça c'est un souci des maîtres d'ouvrage. Ils disent oui, attendez, vous êtes une agence qui allait pondre votre projet dans votre coin, puis après, celui qui prend le relais, il va mal suivre le chantier parce que il n'en est pas auteur. Et en fait, il faut vraiment accepter de partager. À partir du moment où vous acceptez de partager, à court terme, vous gagnez moins, mais c'est gagnant à long terme. Voilà. Et c'est pareil dans l'association. Moi, j'ai accepté d'ouvrir, et le fait d'ouvrir, c'est gagnant. Voilà. Parce que ça amène des idées, ça amène du dynamisme. Voilà. Ma question maintenant, ce serait celle de votre motivation. Bon, et comment vous en êtes arrivé là? Bon, il y en a certains comme Duncan qui a expliqué que c'était son parcours des rencontres initiales qui ont fait que. Mais voilà, est-ce que c'est bon? Là, on s'adresse encore une fois à des jeunes inscrits qui vont se lancer dans la vie professionnelle. Est-ce que ça a été un choix au départ? Est-ce que c'était construit? Quelles ont été les opportunités de chacun? Enfin voilà, plutôt d'expliquer les motivations de chacun. Donc Béatrice, je te passe le micro. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des agences
où je n'étais pas architecte, mais chef de projet. Et puis c'est suite en fait à un licenciement économique que je me suis posé la question de savoir maintenant qu'est-ce que je fais. Donc j'ai 2 confrères qui m'ont dit mais pas de panique, installe-toi, tu verras, c'est formidable. Il y aura des jours où tu seras charrette, mais des jours où tu pourras lever le pied et puis t'inquiète pas, vas-y. Et donc je vous avais dit que je savais qu'il y avait des gens qui cherchaient des architectes pour des micro-projets et qui n'en trouvaient pas. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, je n'ai jamais vraiment levé le pied. Voilà, c'est un peu peut-être on a toujours un projet en tête. C'est vrai que, mais comme beaucoup d'architectes, qu'on soit salarié ou pas ou associé, voilà, on a des horaires un petit peu au gré de ce qui vient, de notre courage, de notre fatigue, mais il y a toujours des idées, il y a toujours envie de partager, et puis c'est quand même très motivant. En tout cas, je crois vraiment que la motivation et ce qui fait tenir, c'est d'abord il y a vraiment des échanges qui sont formidables avec les clients, avec les gens avec lesquels on travaille, que ce soit des confrères parfois sur des projets qu'on peut mener à 2, les entreprises avec lesquelles on travaille. Voilà, on rencontre des vies, des projets qui s'inscrivent dans l'histoire des vies aujourd'hui, mais d'avant nous et on l'espère des suivantes. Et j'allais dire, il y a une énergie, une volonté d'aller de l'avant qui fait que ouais, c'est formidable. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai été licenciée, j'aurais pu me poser la question de savoir, après tout, je pourrais faire un autre métier. Ça arrive à d'autres. Et c'est pas possible. Je crois que quand on fait de l'architecture, qu'on aime ça, voilà. Il y a une éthique dans notre travail aussi derrière. Il y a le fait qu'on fait partie de la société, qu'on est citoyen, qu'on travaille avec des politiques, avec des gens qui sont dans l'administration, avec des gens qui ont plein d'histoires. Des fois aussi, on peut reconstruire une maison ou la rénover. Et en même temps, on retape la personne qui est dedans parce qu'elle a des vies pas faciles. Vous parliez tout à l'heure que votre projet, c'était des gens qui étaient cassés, etc. Mais il y en a plein des cassés de la vie. Et puis des fois aussi, c'est pour des enfants qui vont rentrer à l'école et puis qui vont se construire. On se dit, bon sang, faut qu'ils soient bien là, parce que sinon, ils vont déjà partir bancal. Voilà, il y a tout ça. Alors, on sait bien qu'on ne sauvera pas le monde. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, si on peut l'aider à être plus beau, je crois que je l'ai entendu ce matin, qu'on comptait sur nous pour que la vie soit plus belle. Et ouais, c'est un truc, je crois qu'on est encore des utopistes et qu'on en a besoin. Parce qu'en fait, ça peut devenir réalité. Sur les motivations ? Oui. Alors, parcours un peu particulier. Donc, je suis sorti de l'école avec la volonté de construire, tout simplement. J'ai jamais été salarié d'une agence. Je me suis jamais dit je vais l'être. Donc, je suis issu de l'école de Clermont-Ferrand et j'ai passé quelques années en Allemagne. À la sortie de Clermont-Ferrand, je me suis dit, quittons cette région-là. Donc moi, j'avais eu comme prof Boris Boucher, Simon Tessou, des personnes que vous certainement connaissez. Et je me suis dit, partons sur la côte ouest, tout simplement parce que j'aime le surf. Donc je suis parti côte ouest, donc à La Rochelle. J'ai rencontré Frédéric une après-midi à La Rochelle. On a discuté d'un projet d'une tour carrelée que certains ont vu ou connaissent, comme Sébastien par exemple. Cette petite tour carrelée-là, elle était dans un quartier de La Rochelle, à côté d'un silo à grains horrible, dans une zone Céveso. Et on a dit à la personne, que ça allait peut-être être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Donc en fait, moi j'ai fait ma première mission en tant qu'auto-entrepreneur chez Frédéric, parce qu'il n'avait pas de... C'est une période où c'était compliqué pour lui. Je suis arrivé là-bas. Et puis, on a gagné 2 concours derrière, chose qu'on ne fait jamais, parce qu'on n'a pas eu de concours depuis. Mais la vie a fait qu'on s'est bien entendu, on a continué ensemble. Donc, les motivations étaient simples, c'était de construire. On va dire qu'on a un bagage culturel, intellectuel qui n'est pas négligeable. Par contre, on ne sait pas du tout comment gérer une entreprise.
Donc ça, c'est aussi un point qu'il faudrait peut-être améliorer dans les écoles d'architecture. Moi, je pense qu'on peut arriver à être architecte sans forcément être bon en comptabilité. Par contre, il ne faut pas oublier que la comptabilité va nous rattraper à un moment donné. Donc il faut quand même bien avoir à l'esprit que on n'est pas juste... il ne faut pas se vendre... il faut pas se vendre n'importe comment, quoi. Donc après, nous, on a la chance de travailler pas mal en marché privé, donc que ce soit avec des promoteurs privés. Alors le promoteur peut avoir une double signification, une connotation un peu mauvaise et une bonne connotation. Nous, à chaque fois, sur les promoteurs, on a trouvé des gens qui avaient des envies réellement. Sur le privé également, c'est-à-dire que tous les clients qu'on a sur du privé, que ce soit de la maison de vacances ou de la maison principale, avec des budgets qui sont des fois des petits budgets, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a des envies derrière, donc ça c'était intéressant. Après, quand les personnes n'ont pas d'envie, on dit au revoir, quoi. Donc il suffit simplement de se le dire et de se dire bon, bah, peut-être qu'on ne fera pas ce projet-là, on n'aura pas un chiffre d'affaires qu'on vise, mais ça peut marcher, hein. Puis on fait donc comme j'ai dit, on fait assez peu de concours. Les concours de logement qu'on a eu, en fait, c'était des commandes directes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vu notre travail, qui se sont dit bah tiens, on va leur donner leur chance. Ça a marché, voilà. Des fois, c'est juste la chance, en fait, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Sur les motivations, il faut être motivé, mais après, ça se provoque un peu, je pense. C'est-à-dire que c'est des rencontres qui font qu'au fil du temps, on peut arriver à avoir un projet sans forcément cravacher, à faire du concours tout le temps. Nous, on les perd à chaque fois, donc au final, on s'est dit, arrêtons. Alors là, ma question elle va être peut-être un peu compliquée, mais comment vous voyez le futur du métier, ou l'évolution du métier? On voit qu'aujourd'hui, là, j'enchaîne un peu sur la table ronde qui va suivre, qui montre qu'on peut être aussi architecte et exercer de manière très différente. Vous, dans le cadre d'une pratique, on va dire, classique, et vu tout ce qui se passe, l'évolution en cours des lois et des pratiques, comment vous voyez l'évolution de cette pratique classique, entre guillemets? Je pense que l'architecte, en tout cas dans la pratique que j'en ai moi, doit être de plus en plus un pédagogue. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde très technique, parfois aussi très virtuel, et qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de très fondamental. Ceux qui me connaissent vont rigoler, ils vont encore l'entendre. Mais grosso modo, je me dis, voilà, nous avons un corps. Et l'architecture, elle est là pour protéger ce corps dans toute sa vie et dans toutes ses fonctions, etc. Et que du coup, pour rigoler, un jour, je disais finalement la différence entre un architecte et un médecin, c'est que le médecin, il est remboursé par la Sécu. Mais l'architecte s'occupe aussi d'un corps bâti, d'un corps social, parce que c'est aussi de l'urbanisme, c'est aussi une vie ensemble, donc c'est aussi un corps politique. Donc l'architecte entre dans tous ces champs, à travers tous les projets que nous pouvons faire, mais même à petite échelle ou à très grande échelle. Finalement, l'éthique, c'est la même. On intervient et de façon pérenne. Et je pense que le métier d'architecte, de plus en plus, ça va être d'expliquer aux gens pourquoi c'est important d'avoir telle démarche, pourquoi c'est important de ne pas gaspiller l'énergie, pourquoi c'est important de réemployer des choses qui sont belles, et ce qu'on a fait avant, hein, on l'a oublié, on n'invente pas le fil à couper le beurre là, hein. Comment c'est important qu'il soit bien chez lui, qu'il ne vive pas dans les courants d'air, et puis comment c'est important aussi j'allais dire, qu'ils comprennent comment fonctionne ce corps architectural, comment il va l'entretenir, au même titre qu'il entretient son corps, parce que c'est la vie, tout simplement. Et je crois que ce rôle de médiateur, de pédagogue, c'est ce qui va aussi nous permettre d'avoir des clients peut-être plus avertis, moins soumis à des informations télévisuelles, informatiques et tout le bazar qui ne sont pas du tout cohérentes. Et oui, peut-être que c'est ça, un rôle de mettre en cohérence, voilà, dans mettre M-A-I-T-R-E et M-E de T-R-E aussi, les deux, c'est cette notion de
colonne vertébrale, que ce soit avec la connaissance, que ce soit avec les entreprises, avec les clients, avec les élus locaux qui ont besoin de nous aussi pour ça, pour se rassurer. Et je crois qu'on a vraiment une place là. Qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Ouais. Bah, moi, je vois pas mal d'évolution de choses dans le métier, mais choses que je garde un moment, parce que bon, je suis dans pas mal d'écoles ici en Europe, et je vois le futur assez positif quand même. Hein. Je crois qu'il y a de jeunes gens derrière nous qui ont un pêche d'en faire. Et c'est pour ça que j'aime bien faire de renseignement, parce que voilà, je ne cache pas, hein, c'est pas rose chaque jour dans une agence, hein, croyez-moi. Il y a des difficultés, mais moi je vois de jeunes générations, vraiment, ça me donne un pêche d'enfer. Et c'était avant-hier, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui est pas brillant, mais c'est un être comme nous tous. Et on a ouvert un petit débat et c'était vachement intéressant. Et finalement, j'ai extrait une description de le premier bâtiment que j'ai fait dans ma vie. C'était pas vraiment un bâtiment, c'était assez étrange, mais fondamentalement, c'est peut-être le projet que je peux faire de l'agence. C'était un petit serre. C'était à Chaumont-sur-Loire. J'étais invité par Jean-Paul Pija qui n'est plus avec nous, hein, unfortunately. Et c'était un petit bâtiment qui finalement s'est dit beaucoup de choses. Et c'était en train de discuter avec cette jeune étudiant. Et j'ai expliqué, ben voilà, c'était un bâtiment qui n'était pas fondé, qui était lié sur une forme de végétation que j'ai conçue et construit autour. Et après, il avait des formes de tiges comme ça. Et il trappait de petits bambous en plein milieu qui étaient de support pour cette petite serre, pas très grande. Et voilà, j'ai juste parlé comme ça pendant longtemps et c'était vachement intéressant. Et j'ai dit, oui, et c'est un bâtiment que j'aime bien parce que finalement, il bouge avec le vent. Ah, monsieur, il bouge avec le vent. Je dis, oui, c'est pas mal, c'est bouge avec le vent. Et comme le soleil sort, il y avait de l'eau dedans. Il y a de brume qui arrive un peu dans la paroi. Et le vent, il bouge. Et tu rentres, il pleut dedans. Monsieur, il pleut dans ton bâtiment. Je dis oui, c'est formidable. Et tu vois le visage de cette jeune étudiante, c'était... Trouve un peu de liberté. Hein. Je crois que c'est aussi notre devoir dans les agences, même maintenant, que voilà, il faut montrer que cette liberté et cette expression de liberté, c'est extrêmement important. Et derrière tout ça, le côté humain de la chose, c'est ça qui m'a motivé de plus. Quoi. Comme les gens ne sont pas très humains avec moi, je lâche, quoi, mais grave. Mais voilà, ça s'est construit et comme on tombe sur des gens qui vraiment ont des affinités, on peut construire énormément de choses. Mais il faut tomber sur de bonnes personnes. On est dans un contexte où je trouve que, par exemple, le concours devient de plus en plus un conception-réalisation. Conception-réalisation, Duncan disait le métier est dur, oui, là c'est costaud. On peut exister quand même, mais il y a intérêt quand même de maîtriser un peu son métier quand même, de ne pas être tout seul, ça c'est sûr. Moi j'ai quand même fondamentalement la conviction qu'il ne faut pas être seul. Un architecte seul, pour moi, il est en danger. Puis en plus, c'est un métier de partage. C'est-à-dire Duncan, je ne sais pas comment il fait, mais il est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Il n'a pas arrêté de parler des gens avec qui il bossait. Donc, et on a besoin des autres. Et des autres, ce n'est pas forcément les architectes. Nous, à côté de l'agence, il y a des ingénieurs. Et dans l'agence. Et l'un des ingénieurs m'a dit, moi, je vous rejoins que si vous acceptez que je fasse des concours avec vous. Et ça, c'est génial, parce que c'est un ingénieur ingénieux. Et comme on fait des projets très techniques, en fait, cette technique, elle est constitutive de la conception. C'est-à-dire que si je n'intègre pas cette technique
Dans la conception, d'abord, je me plante, je fais des erreurs, mais en plus, c'est source de conception, c'est source d'idées, la technique. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et en fait, je pense qu'avec le temps, nos champs d'intérêt aussi évoluent. Moi, je vois mes champs d'intérêt, ils évoluent vers la plus grande dimension. Je suis intéressé toujours par l'objet architectural, mais de plus en plus par son contexte. Alors, on peut y aller par les questions d'environnement, mais on peut aussi y aller par les questions sociales et travail sur l'urbanisme. Voilà. Moi, je crois que la société a vraiment besoin des architectes. Il ne faut pas oublier qu'on est des hommes et des femmes de synthèse. Vraiment, il y a une sorte de... C'est assez curieux notre façon de travailler. On s'aperçoit que les gens connaissent très très mal notre métier. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu d'architectes. Et même au sein de ma famille, je suis regardé souvent comme un petit oiseau bizarre. Parce que, comment dire, on tourne beaucoup autour des choses, on les approche par ici, par là, par là, par là, par là. Et puis tout d'un coup, le projet commence à naître. Et en fait, pour moi, un projet réussi, c'est quand le maître d'ouvrage dit « Ah ben c'est ça ». Il dit « C'est ça ». Alors ça veut dire qu'il reconnaît le projet, il reconnaît ce qu'il voulait, mais en fait, ça a une toute autre allure que ce qu'il avait imaginé. C'est ça. Et j'ai plein de témoignages de gens qui enthousiastes des lieux dans lesquels les lieux qu'on a créés pour eux. Pour moi, la plus belle récompense, c'est quand ils me disent ça. Voilà. Alors, je pense qu'en fait, il y a une grosse partie de notre travail qui est basée sur la curiosité. Alors, la curiosité par rapport à deux choses. Moi, on va dire qu'à l'agence, je fais pas mal de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que je fais beaucoup de chantiers, je m'amuse beaucoup avec les entreprises et je m'amuse beaucoup sur le chantier. Par contre, il y a toute une phase en amont qui est un peu administrative, dépôt de permis, toutes ces choses-là. Et là aussi, il faut arriver à faire en sorte que l'adjoint à l'urbanisme il soit aussi intéressé par le projet que peut l'être le maçon plus tard. Et finalement, c'est ça qui est un peu compliqué. Et je pense qu'il faut arriver à susciter la curiosité en étant soi-même curieux. Donc il faut arriver à faire en sorte que une adjointe à l'urbanisme qui voit 50 permis dont on taira la qualité, quand elle voit 50 permis, elle se dit celui-ci, je vais le faire passer plus vite. Ou celui-ci, j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Ou celui-ci, j'ai envie de lui apporter quelque chose, une lettre en plus qui dit bon bah voilà, il faut faire ci, ça, mais on l'a vu en amont. Pareil avec l'ABF, pareil avec plein de choses. Non, ça j'évite. Mais par contre, il m'en paie. Non, la vraie curiosité aussi, c'est une curiosité juridique. Je pense que pour éviter, par exemple, la MAF, pour ne pas les citer, c'est un outil qui est vraiment hyper important. Et vraiment, nous, en tout cas, on en a besoin quasiment chaque mois quand on fait de la maîtrise d'œuvre, d'être bien accompagné, d'être curieux, de ne pas avoir peur de la paperasse, toutes ces choses-là. C'est-à-dire mettre le nez dans son CCAP, mettre le nez dans son contrat d'assurance, mettre le nez dans toutes ces choses-là qui sont un peu ingrates. Finalement, ça permet d'éviter les tracas, de passer des week-ends à se poser la question est-ce que mon bâtiment va fuir, est-ce que je vais être responsable. Toutes ces choses-là font que cette curiosité-là fait que c'est hyper important pour mener à bien, on va dire, la suite d'un projet, quoi. Donc, moi, je dirais que la curiosité, c'est vraiment le point numéro 1. Et le deuxième, ça serait de garder une forme de plaisir, quoi. Il faut aussi que ça devienne il faut aussi que le métier reste un plaisir, parce que sinon, on en change, quoi. Moi, j'estime que le métier, finalement, ça fait depuis 2013, donc là, depuis 2018, je me dis peut-être dans 5 ans, je ne ferai pas le même métier. Et c'est pas grave. Au final, il faut juste le faire bien correctement jusqu'à un certain moment. Et puis, tant pis si on en change. Puis peut-être que dans 3 ans, je me dirais ah ben non, j'en changerai pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement, quoi. C'est pas... Je veux juste confirmer que depuis 30 ans que je travaille dans l'architecture, je ne fais pas le même métier. Quand j'ai fini mes études, le mot d'ordre, c'était s'affranchir de la matière.
Maintenant, on se la coltine, la matière. Ça n'a plus rien à voir. Des fois, je discute avec des étudiants qui sortent effectivement de l'école. Ils font plus du tout les mêmes choses. Et c'est bien parce que la société a changé. Donc, en fait, effectivement, il faut rester curieux, vivant. Et puis, de toute façon, si on est dans la vie, forcément, on avance dans les nouvelles pratiques. Alors, parfois, effectivement, administratives, réglementaires, etc., qui ont tendance, des fois, un peu quand même à nous plomber. On a beau être curieux, il y a des fois où... Bon, mais en même temps, voilà, on ne fait plus le même métier. Alors, je te rassure, c'est clair que... Voilà, je pense que pour vous, c'est pareil, c'est plus le même métier parce que nous, on change, la société change et qu'on est toujours effectivement avec des nouveautés. Oui, mais il y a un truc qui ne changera pas. Moi, alors, j'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir un associé qui a les cheveux blancs. Et c'est vraiment un avantage. Parce que, par exemple, si il y a une caution... Voilà, moi, j'aimerais bien. Hein, parce que, mine de rien, il y a une espèce de caution. Ça, c'est un peu pénible, pour le coup. Cette caution cheveux blancs qui est nécessaire. Ouais, des fois, c'est un peu ça. Hein. Non, mais cette caution cheveux blancs qui est un peu complexe et sur laquelle il va falloir arriver. Enfin, moi, j'ai pas de leçon en tout cas à dire parce que ça fait pas longtemps que je suis diplômé, mais la caution cheveux blancs, c'est quand même important de l'avoir. Donc, il faut arriver. Si c'est pas par la teinture, c'est pas mal d'essayer d'arriver à avoir un bureau d'études ou quelqu'un, enfin un maître d'œuvre, un ingénieur, peu importe, qui permet d'arriver à porter un peu le projet d'une autre manière, en tout cas faire en sorte que les gens... Moi, j'ai eu plein de problèmes, entre guillemets, avec des entreprises. Non, mais tu es très beau comme ça. Restez. Nous, on a des problèmes, hein, le temps qui passe. Oui, mais sauf que sur un chantier, c'est compliqué. Et fait pas de complexe. Voilà. Un mec qui a pas de cheveux blancs, qui peut avoir l'âge de son fils. Oui, bah alors ça c'est encore un autre sujet. Tout ça étant, d'arriver à avoir une sorte de... d'arriver à avoir une sorte d'équipe qui soit pas forcément intégrée à l'agence. Nous, par exemple, moi, j'apprends beaucoup j'ai un OPC sur plusieurs chantiers et qui j'apprends énormément parce que le mec, il a eu 3 vies. C'est-à-dire qu'il a été grutier chez Faya, il a été économiste de la construction et maintenant il est OPC. Et en fait, avec des gens comme ça, alors il a des cheveux blancs aussi, mais ça permet d'avoir un certain aplomb en chantier aussi. C'est agréable d'avoir ce type de caution. Donc, faire en sorte qu'on soit avec ce type de personnes-là au bon moment, c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Ça dépend beaucoup des cheveux blancs qu'on rencontre. Hein. Moi, j'ai rencontré un type à cheveux blancs, c'est avec lui que je me suis associé. C'est pas lui qui m'aidait beaucoup sur les chantiers. Hein. Mais par contre, il m'a appris et il m'a dressé à travailler sur un programme, à le décortiquer, et à gagner des concours. Il m'a appris à gagner des concours. On a gagné 9 concours d'affilée, 2 fois de suite, ensemble. Et ça, il était assez unique parce qu'il savait discerner ce qu'attendaient les gens derrière le programme. Parce que c'est assez surprenant. Le programmiste est quand même écrit par un programme. Enfin, le programme est écrit par un programmiste. Il n'est pas écrit par le maître d'ouvrage, souvent. Donc voilà, ça c'est fondamental. Voilà. Et puis, là où il m'a beaucoup appris, c'est que plusieurs fois, à plusieurs reprises, alors qu'il avait 20 ans de plus que moi, je le trouvais plus jeune que moi. Je le trouvais plus jeune parce qu'il avait des idées décalées, et c'était étonnant. Et en fait, c'était les bonnes idées. C'était les idées qui s'avéraient nous donner la voie vers un projet. Donc ça, il faut vraiment avoir un esprit d'enfance. Hein. Il faut être vraiment ouvert, même si... C'était drôle parce que ce matin, je me suis dit, mais comment je m'habille ? C'est drôle, je me suis posé la question, est-ce que je me mets en costard ou en jean ? Puis je me suis dit, tiens, ça va être rigolo. Je vais être en costard parce que je vais être moi-même puisque les 2 derniers jours, j'étais au salon de la santé, donc j'étais en costard, j'avais ce costard, donc je remets le même. N'ayons pas peur. Mais en même temps, je mets ça, mais peu importe. J'aurais pu être aussi en jean et j'aurais été le même. Hein, vous voyez ? Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, comment dire, faut être attentif à ceux à qui on a en face. Moi, je représente aussi mon agence. Je ne représente pas que moi.
Voilà, donc je représente 40 personnes qui travaillent, qui essayent de faire des progrès, une bonne architecture. Bon, ça, c'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas bien, c'est au maître d'ouvrage et à nos confrères. Bon, voilà. Mais après, en même temps, vraiment, je me dis que j'ai encore 15 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, d'architecture et plein de choses à apprendre, à découvrir. Moi, quand j'ai pris la direction de l'agence, j'ai très clairement vu là où on était bon et là où on était mauvais, ou très moyen, et où on avait des progrès à faire. Et j'ai eu à cœur de garder et de continuer à progresser là où on était plutôt bon, et puis de faire des progrès là où je trouvais qu'on l'était pas. Et je trouvais qu'on était très bon en fonctionnalité, très bon en analyse des choses, mais la cohérence du projet n'y était pas toujours. Et je trouvais que formellement, il fallait que ça progresse. Et c'est pour ça qu'on a associé des jeunes qui avaient des idées, qui étaient libres, peut-être plus que moi. Il faut apprendre à se connaître aussi. Si vous ne vous connaissez pas, prenez le temps d'apprendre à vous connaître pour aussi faire les bonnes associations. Il faut être complémentaire quand on s'associe. Il faut aller chercher. C'est un peu comme dans une famille. Moi, je vois notre agence. Les gens ne se trompent pas. Ils savent très bien qui il faut aller voir pour quel sujet. Ça, c'est frappant. C'est assez marrant. Voilà. Et alors qu'on ne dit pas celui-là, il est bon en conception, celui-là, il est bon en chantier, etc. Et moi, mon boulot à l'agence, c'est de faire en sorte que les gens se respectent. C'est-à-dire, on est tous architectes. On a 25 architectes. Faire en sorte que ceux qui sont plutôt bons dans un domaine respectent ceux qui sont plutôt bons dans un autre. Et plutôt qu'à dire celui-là, il est nul en chantier. Oui, il est peut-être nul en chantier, mais alors regarde les idées qu'il apporte. Voilà. Et on est pétri de plein de choses. Et il faut savoir pas aller contre sa nature. Il faut vraiment apprendre à discerner qui on est. Et on évolue aussi en plus. On a besoin de passer par des étapes dans la vie professionnelle. Ouais, bon, bref, allez, j'arrête. Auriez-vous des questions ? Alors, j'ai vu les dégâts que faisaient les grandes spécialisées. On a fait des concours avec Groupe 6, avec AIA, et au fond, ils ont ceux qui font les concours, puis après ceux qui prennent les études, et après ceux qui prennent les chantiers, pour faire simple. Alors ça, en termes de management et d'organisation, ça marche du feu de Dieu. Sauf que moi, je trouve que les gens se dessèchent. Alors c'est beaucoup plus compliqué de faire en sorte que les gens, que chacun puisse être en continuité. Donc on essaye de faire les deux, c'est-à-dire le projet aussi a besoin d'une mémoire, c'est-à-dire que celui qui a conçu, que les idées premières ne soient pas perdues. Donc il faut tenir cette mémoire et en même temps faire en sorte aussi de donner le meilleur à chaque étape du projet. Donc parfois, on identifie... Il y a un architecte qui a été sur le concours. On va faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout, mais d'adapter sa mission à ce qu'il est. J'ai des architectes à l'agence qui sont très très bons sur l'amont, mais que le chantier fait flipper et il ne dort plus. Je ne vais pas le mettre dans une situation où il va faire un burn-out. Donc, il fait le chantier en faisant le visa. Et donc là, il donne le meilleur de lui-même, puisqu'il connaît parfaitement le projet, il l'a dessiné, mais il n'est pas au contact avec l'entreprise au quotidien pour la manager, etc. Ce n'est pas son truc. Voilà. Et d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise sur la partie plus aval du projet, on les prend avec nous en concours parce qu'il faut que... il faut qu'ils prennent un peu de liberté, etc. Enfin, qu'ils ne soient pas toujours dans les codes, voilà. Et puis qu'ils se rendent compte de l'émergence du projet. Partir de la feuille blanche, c'est pas facile, quoi. Et pourtant, c'est tellement chouette. Voilà. Donc, on essaye de tenir ça, mais c'est pas simple. Mais
vraiment nos confrères qui venaient de ces grandes agences nous disaient tiens, c'est étonnant quand même, vous avez des types ou des filles qui sont capables de réfléchir à une fonctionnalité de plan, puis travailler sur Revit ou SketchUp, et puis de faire de la modélisation, etc. Moi, ça j'y tiens beaucoup. Je tiens à ce que les gens restent polyvalents. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une grosse tentation. Moi, j'ai mes associés souvent qui me disent mais attends, il faut qu'on... Et je résiste. Je ne sais pas si on résistera longtemps, mais j'essaye. Oui, Séverine. Comme tout le monde, on a des partenariats avec des ingénieries externes, mais aussi avec une ingénierie qui s'appelle AEC, qui est dans nos locaux, avec qui on est associé. Bon, donc, en fait, TLR, c'est 40 personnes, mais AEC, c'est 12, et ID, c'est 5, donc on est plus de 50, en fait. Ça vient de l'idée que les ingénieurs, il faut qu'ils restent aussi patrons chez eux, parce qu'ils connaissent leur métier, mais moi, j'ai toujours trouvé que... Enfin, bon, c'est vrai que j'étais plutôt scientifique de nature, donc l'ingénierie, moi, ça me parle. Voilà, je m'embêtais. En maths, vraiment, je souffrais à l'école d'archi. Je trouvais que le niveau était nul. Mais du coup, j'ai toujours eu une sympathie pour les ingénieurs. Et puis, en fait, je me dis aujourd'hui, vraiment, si j'avais été ingénieur, je me serais desséché. Donc, bon, voilà. Tu disais, dans quelques années, je ne sais pas trop ce que je ferai. Ben, moi, plus ça va, plus je suis architecte, quoi. Vraiment, je ne sais pas trop ce que je ferai autre chose. Hein. Oui, c'est ce que j'ai... Bon, tu n'as pas dit ça. Ouais. Et donc, on a une relation très privilégiée avec certains ingénieurs qui suivent constamment nos projets. Alors moi, je vous invite à avoir systématiquement les économistes avec vous. Il faut maîtriser le prix. C'est la clé. Enfin, c'est la clé. C'est une des clés, et c'est une clé vachement importante, même pour tester des idées. Si vous ne savez pas évaluer les choses... enfin, notamment en maîtrise d'ouvrage public, mais je pense qu'en privé aussi c'est pareil, vous vous plantez. Donc les économistes, on les a toujours eu à côté de nous, ils sont 6 aujourd'hui. Voilà. Et puis, je trouve génial d'avoir sur le plateau, on modélise le projet, et puis les ingénieurs mettent la structure dans la maquette, les gars arrivent, et travaillent, ils mettent le fluide, on discerne, enfin, on fait tourner le projet, c'est quand même assez fabuleux, hein. On ne le fait pas sur tous les projets, mais sur ceux qu'on a en maîtrise d'œuvre complète, c'est fabuleux. Moi, aujourd'hui, je peux signer un contrat pour tout le monde, pour certains projets. En privé, là, on a une clinique à Limoges qui j'ai signé pour tout le monde, quoi. Et puis, c'est facile, quoi. Ça rend les choses hyper simples. Voilà. Et puis, en plus, je sais qu'ils vont s'impliquer au début. Parce que ce qui est très pénible, c'est qu'ils s'impliquent souvent à la PD, dans le meilleur des cas, et ils veulent faire le chose une fois. Parce qu'avec nous, ils cherchent, ils recommencent. Enfin, parce que la conception, c'est itératif, quoi. On progresse, mais on progresse, on bosse, quoi. Enfin, je sais pas Duncan, mais on bosse, quoi, pour trouver des idées. Enfin, on n'est pas géniaux tous les jours, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai, on bosse. Hein. Je rends un concours ce soir. J'ai beaucoup de choses à faire. Bon, ben merci. Merci à vous. Et puis, on va laisser la place à la deuxième table ronde.